Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Koji Quiz, votre canal de musculation cérébrale. Êtes-vous prêts à mettre vos connaissances à l'épreuve et à découvrir des faits fascinants? Voici donc 5 questions quiz de culture générale, suivies d'une succincte explication de leurs réponses. Commençons tout de suite par la première question. Qui a écrit Roméo et Juliette? Joachim du Bellay, William Shakespeare, le marquis de Sade ou Pierre de Ronsard? La réponse correcte est William Shakespeare. William Shakespeare est un dramaturge, poète et acteur anglais né en 1564. Il est mort en 1616. Il a écrit cette œuvre en 1597. Elle raconte l'histoire de deux jeunes gens, Roméo Montaigu et Juliette Capulet. Ils s'aiment malgré la haine que se vouent leurs familles respectives. Ils connaîtront ensemble un destin funeste en se suicidant. Deuxième question. Quelle est la capitale du Japon? Séoul, Tokyo, Bangkok ou Pékin? La réponse correcte est Tokyo. Séoul étant la capitale de la Corée du Sud, Bangkok la capitale de la Thaïlande et Pékin la capitale de la Chine. Savez-vous que Tokyo est la plus grande métropole au monde en termes de population? Elle compte en effet 37 millions d'habitants dans sa région métropolitaine. Sa taille est de 2194 km² pour une densité de population d'environ 6900 personnes au km². Tokyo est ainsi un gigantesque centre urbain où se mêlent modernisme et tradition. Troisième question. Quel est le symbole chimique de l'or? AU, AG, FE ou O? Et la bonne réponse est la réponse A, AU. L'or est considéré historiquement comme le métal précieux par excellence. On le dit incorruptible ou métal noble, car peu sensible à la corrosion et à l'oxydation. L'attrait de l'homme pour l'or semble remonter à la nuit des temps. En effet, le plus vieil objet en or a été mis au jour dans la nécropole de Varna, en Bulgarie actuelle. Il est daté du milieu du 5e millénaire avant Jésus-Christ. L'or a d'abord été dédié aux divinités. Il est devenu par la suite la richesse et l'attribut des rois. C'est tout d'abord Crésus, roi de Lydie entre -561 et -547, qui créa la première monnaie d'échange en mélangeant de l'or avec de l'argent. Et c'est ainsi que la monnaie remplaça le bœuf, qui jouait jusqu'alors le rôle de valeur échangée, facilitant ainsi énormément le commerce qui était intense entre les pays à l'époque. Notons également que c'est en 1848 que le premier gisement d'or est découvert en Californie. On parlera alors de la fameuse fièvre de l'or, lorsque plus de 2,5 millions de personnes se rueront là-bas dans l'espoir de faire fortune. De nos jours, l'or est une valeur refuge face aux instabilités financières. Aujourd'hui, 14 mars 2024, le gramme d'or s'échange à 63,68 € et le lingot d'or d'1 kilo s'échange à 63 678,30 €. Question numéro 4. Quel est le plus grand mammifère terrestre? La girafe, l'éléphant, l'hippopotame ou le rhinocéros? Et la réponse correcte est l'éléphant. Les éléphants sont des mammifères de la famille des éléphantidés. Ils se divisent en 3 espèces réparties en 2 genres distincts. On peut trouver ainsi les éléphants de la savane d'Afrique,
les éléphants de la forêt d'Afrique et les éléphants d'Asie. Ils se différencient par certaines caractéristiques anatomiques, les éléphants d'Asie étant en général plus petits, avec des oreilles aussi plus petites, ou encore une différence au bout de la trompe. L'éléphant apparaît dans de nombreuses cultures. En Asie, il est symbole de sagesse, connu pour sa mémoire et son intelligence. En Inde, il est Ganesh, dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. Il est également le patron des écoles, des travailleurs et du savoir. Ganesh est sans doute le dieu le plus vénéré en Inde, et son aura touche tout le continent indien et l'Asie en général. En Orient, il évoque la longévité, la prospérité, la sagesse, la force et la puissance. Et enfin, en Occident, il est généralement associé à l'intelligence et à la mémoire, avec le dicton « avoir une mémoire d'éléphant ». Cinquième et dernière question pour aujourd'hui. Qui a peint la Joconde? Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Léonard de Vinci ou Claude Monet? Et la réponse correcte est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était un artiste de la Renaissance italienne, né le 15 avril 1452 à Vinci en Toscane. Il fait partie des artistes dits polymathes, c'est-à-dire qu'il maîtrisait plusieurs disciplines simultanément. Il était en effet peintre, artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. La Joconde, également connue sous le nom de Mona Lisa, est une œuvre emblématique de Léonard de Vinci. C'est une huile sur panneau de bois de peuplier faite sur une seule planche. Elle mesure 77 cm de hauteur sur 53 cm de large. Le tableau de la Joconde est en soi un mystère. Et la seule certitude est qu'il a bien été peint par Léonard de Vinci. La date de son exécution n'est pas certaine. Elle serait entre 1503 et 1506 ou entre 1513 et 1516. Le nom du modèle n'est pas certain non plus, malgré le fait que le tableau ait pris le nom d'une femme dont on sait que Léonard a fait le portrait à cette époque et qui s'appelait Florentina Lisa Gherardini. Elle était l'épouse de Francesco del Giocondo. Je ne m'étendrai pas plus sur le tableau en lui-même car il est déjà hyper connu. Savez-vous que Léonard de Vinci ne quittait jamais son tableau, même malgré le fait qu'il dut voyager beaucoup, et ce dans des conditions souvent très difficiles, car Léonard de Vinci n'était pas né riche, et bien qu'il gagnait beaucoup d'argent, il en dépensait également beaucoup. Il devait donc voyager beaucoup au gré des contrats qui le faisaient vivre. Et c'est ainsi que la Joconde est arrivée en France, lorsque François Ier invita Léonard à venir au Clos Lucé à Ambroise. Léonard a déjà 65 ans lorsqu'il quitte l'Italie pour la France. Et il se doute que cela sera son dernier voyage, car il est en effet fatigué et usé. Lorsque Léonard arrive en France, on lui fait savoir qu'un château l'attend en Touraine, tout près de la résidence du roi. Le Clos est le havre de solitude et de paix, au milieu de la nature dont il rêvait. Le roi lui confie la charge de premier peintre et lui accorde une pension exceptionnelle de 700 écus d'or par an. Et pendant 2 ans, Léonard passe de projet en chantier, construisant des décors pour les baptêmes et mariages royaux à grand renfort d'effets spéciaux. L'imagination de Léonard s'épanouit grâce au roi de France, qu'il aime et pourvoit à tous ses besoins. L'artiste meurt le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. À l'annonce de la mort de Léonard, la cour de France se trouve au château de Saint-Germain-en-Laye. Et François Ier ne peut retenir ses larmes lorsqu'il apprend la mort de son grand ami. Beaucoup pensent que François Ier était présent lors de l'agonie de Léonard, mais cela ne fut pas le cas. L'erreur historique a été introduite dans les esprits à cause d'un tableau du peintre Ingres. Un tableau peint en 1818 et intitulé « La mort de Léonard » où également François Ier reçoit les derniers soupirs de Léonard et qui décrit l'agonie de Léonard avec le roi présent à ses côtés. Et l'histoire de la Joconde commence. Dans un premier temps, François Ier l'installe au château de Fontainebleau. En 1646, elle est ensuite avec Anne d'Autriche.
En 1665, Louis XVI la place au Palais du Louvre. Puis, elle est transférée en 1690 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles, où elle restera jusqu'en 1695. Bonaparte, en 1801, la fait accrocher aux Tuileries, dans l'appartement de Joséphine. Puis, elle retourne à la Grande Galerie du Louvre en 1802. La popularité du tableau s'accroît au XIXe siècle, comme l'atteste à cette époque son déplacement en 1851 dans le Salon Carré, petite salle réservée aux chefs-d'œuvre au premier étage du Louvre. Et c'est là que le mythe sur le tableau naît, quand des poètes romantiques comme Théophile Gautier, des peintres comme Théodore Chassériau ou des écrivains comme le marquis de Sade font de Mona Lisa l'archétype de la femme fatale, en décrivant son sourire énigmatique et la mélancolie qui s'en dégage. En 1870, lors de la Seconde Guerre franco-allemande, la Joconde est mise en sécurité dans les souterrains de l'arsenal de Brest, avant de retourner au Louvre une fois la guerre terminée. Et c'est le 22 août 1911 qu'elle a été volée. Branle-bas de combat, panique à bord. Mais où est donc passée la Joconde? Bon, on a bien relevé des empreintes sur la vitre du tableau. Mais disons-le, les techniques d'investigation étant plutôt limitées, cela ne donne absolument rien. Et le poète Guillaume Apollinaire est même emprisonné plusieurs jours pour recel de malfaiteur. Celui-ci avait en effet, quelques années auparavant, employé comme secrétaire et factotum un certain Géry Pierret. Celui-ci avait dérobé des statuettes et des masques phéniciens au Louvre. Le peintre Pablo Picasso a également été interrogé sur ce sujet, car il avait lui acheté ces fameuses statuettes à Géry Pierret. Mais la Joconde reste introuvable. Et le voleur est donc un certain Vincenzo Perugia, un vitrier italien qui avait participé aux travaux de mise sous verre des œuvres les plus importantes du musée. Celui-ci conserve donc le tableau pendant 2 ans dans sa chambre à Paris et le garde caché sous son lit dans le double fond d'une valise en bois. Et c'est en décembre 1913 qu'il retourne en Italie et propose de vendre le tableau à un certain antiquaire florentin nommé Alfredo Geri. Mais celui-ci le dénonce à la police. Et la fameuse Joconde est retrouvée. Elle sera exposée à Florence et à Rome avant de retourner à Paris le 4 janvier 1914. Et à partir de ce moment-là, elle bénéficiera d'une vigilance accrue. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, elle est mise en sécurité à Bordeaux puis Toulouse. En septembre 1938, dans le contexte d'un risque de guerre, la Joconde est mise une première fois en sécurité au musée Ingres de Montauban. Mais elle retourne rapidement au Louvre. En 1939, la Joconde part au musée de Chambord. Puis elle va à l'abbaye de Locdieu, au musée Ingres de Montauban, puis retourne à Chambord, avant d'être entreposée dans le château de Montal à Quercy. Elle reste sous la surveillance de René Higues, conservateur en exil du musée du Louvre. Pendant la guerre, elle transite par diverses demeures anonymes du Lot et des Causses. Et c'est en juin 1945 qu'elle est réinstallée au Louvre. En 1962, le ministre de la Culture français, André Malraux, expédie la Joconde aux États-Unis. Elle voyage à bord du paquebot France, dans une cabine de première classe. La Joconde sera exposée à Washington, à la National Gallery, où elle est reçue par le président John Fitzgerald Kennedy. Elle ira ensuite à New York, au Metropolitan Museum of Art. Elle fera également un voyage au Japon, où elle est exposée d'avril à juillet 1974 au Musée national de l'art occidental de Tokyo. Actuellement, la Joconde est au musée du Louvre. Et la citation du jour est de Martin Luther King Jr. La véritable paix n'est pas simplement l'absence de tension, c'est la présence de la justice. Méditons là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode de la chaîne vous aura plu. D'autres sont à venir. Aimez, abonnez-vous, activez les notifications et commentez pour que mes vidéos soient référencées par YouTube. Dites-moi par exemple d'où vous êtes ou tout ce qui peut vous passer par la tête. À très bientôt et surtout, soyez heureux.